vous envoie ou qu'est-ce qui vous met sur la piste de ce projet d'envergure, projet immobilier qui permettait d'avoir une maison au bout de 6 mois? Il faut dire qu'à l'époque, c'était en 2011, j'étais encore à la baie de Yassé à Brazzaville, lorsque j'ai été approché par un ami qui travaille à la BISEC et qui m'a parlé donc du projet immobilier. Et tout de suite, n'est-ce pas, j'ai dû envoyer ma soeur pour vérifier, n'est-ce pas, si réellement le projet était porteur. Des informations que j'avais reçues à l'époque en 2011, c'est que sur l'ensemble des souscriptions, il n'y avait que 3 villas qui étaient encore disponibles. Et j'avais donc reçu la documentation. Mais ce qui m'avait beaucoup réconforté sur le projet, c'est qu'il y avait les structures de l'État qui étaient en partenariat. Notamment dans le crédit foncier, la communauté urbaine de Douala. Et puis il y avait une caution de garantie derrière, c'était la présence, n'est-ce pas, d'un notaire de renommée, à savoir Doe Collins, qui était cité. Donc tous ces éléments nous confortaient, n'est-ce pas, dans la faisabilité du projet, sans que nous puissions nous faire une idée quelconque d'une éventuelle arnaque. Alors, vous avez souscrit à hauteur de combien? Qu'est-ce que vous avez sollicité auprès de la SICC? La SICC nous avait présenté un projet qui avait, je crois, 3 catégories de villas. Moi, c'était Bouguervilliers, d'un montant de 36 millions. Les options d'achat qui avaient été présentées stipulaient clairement que tous ceux qui venaient à hauteur de 50% pouvaient acquérir dans les maisons et puis on devait dresser un tableau d'appurement, n'est-ce pas, du solde. Donc j'avais souscrit pour une maison de 36 millions et j'avais versé 18 millions et demi. Vous devez obtenir votre maison au bout de combien de temps? 6 mois après. Donc en réalité, en 2011, fin 2011, j'étais censé déjà être en possession de ma maison. On est en 2017, fin 2017. On est en fin 2017. Rien n'est fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le projet, il n'y a aucune maison sur les 200 villas, je crois bien, qui devaient être construites. Aucune villa n'a été construite. Donc ce n'est pas pour moi personnellement, mais je pense que pour l'ensemble des souscripteurs, personne n'a pu avoir une maison. Vous n'avez pas le clé de votre maison? Je n'ai pas de clé de maison. Nous avons fait une descente sur le terrain. Tout le monde peut s'apercevoir que c'est un cimetière, si je peux me permettre l'expression. Mais il n'y a aucune maison. Qu'est-ce que vous dites les directeurs ou les responsables de SICC? Disons qu'à l'époque, j'ai dû effectuer plusieurs voyages sur le Cameroun pour essayer de suivre un peu ce dossier. Mais à chaque fois, il y avait des explications qui étaient données. Il y avait des partenaires américains qui étaient cités dès le départ. Il y avait le crédit foncier qui devait apporter des capitaux pour, n'est-ce pas, l'exécution du projet. Il y avait des complications administratives qui justifiaient ces retards à chaque fois. Mais jusqu'à ce que nous apercevons qu'effectivement, nous ne pouvions plus compter sur l'entreprise en question qui est SICC. À partir du moment où déjà nous avions eu vent, il y avait déjà les plaintes qui commençaient à être déposées au niveau des commissariats de gendarmerie. Je me suis rapproché personnellement de la directrice, Madame Sopongale, et à chaque fois c'était les mêmes raisons. Si ce n'était pas elle qui était là, c'était évidemment tout son service. Malheureusement, à un moment donné, elle a complètement disparu, donc nous n'avions plus de contact en réalité. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été arnaqué, abusé? Nous avons été arnaqués. Aujourd'hui, il est clair que c'est une arnaque. Il est clair que c'est une arnaque puisque dans la vérification, il se trouve tout simplement qu'il n'y a jamais eu de partenaire américain, comme ça avait été dit dès le départ. Aujourd'hui, le crédit foncier s'est dit aussi arnaqué, comme tout le monde, mais n'est plus partenaire, ne se positionne plus comme partenaire dès le départ. Donc tous ces éléments réunis nous montrent aujourd'hui qu'effectivement, il y a une arnaque, puisque la constitution même du projet tel qu'il avait été au niveau de l'actionnariat, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Donc, visiblement, c'est une arnaque qui était savamment planifiée et nous regrettons tout simplement qu'aujourd'hui nous soyons arrivés à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez entrepris comme action personnelle ou groupée pour rentrer peut-être
en possession de vos frais, donc de vos 18 millions et demi, ou alors qu'on vous donne simplement et purement votre maison? En réalité, aujourd'hui, la justice, puisque j'ai une décision de justice qui a tablé sur un montant de 24 millions, mais ça se justifie. Parce que quand je suis revenu au Cameroun en 2014, je me suis rapproché auprès de la SAICC à travers un premier conseil que j'avais à l'époque. Nous avions donc pu trouver un accord, puisque j'avais fait la dénonciation du contrat avec sommation de restitution. Elle avait donc été d'accord, mais à condition que je ne réclamais pas les dommages et intérêts dans l'arrangement à l'amiable. Mais, sauf que j'avais posé la condition que les honoraires de l'avocat devaient être pris en compte par CSIC. On était tombé d'accord. Donc, elle m'a donné un premier tableau d'appurement. Donc, disons que sur une maturité de 6 mois, j'étais censé être en possession des sommes que j'avais versées et elle devait payer donc l'avocat pour un montant de 2 millions, ce qui faisait 20 millions au total. Sauf que ça n'a pas été respecté. Elle n'a jamais, dans ce premier accord, n'a jamais respecté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû changer donc le conseil entre-temps. J'avais eu un deuxième avocat qui est revenu à la charge et nous sommes partis sur la même base où elle acceptait une fois de plus encore, n'est-ce pas, prendre en compte les honoraires d'avocat. Mais je n'étais plus très sûr parce qu'au départ, j'étais sceptique. J'ai dit à l'avocate que ça, elle avait déjà proposé, je ne suis pas sûr. Mais après des échanges avec l'avocat, il m'a dit, bon, compte tenu de la situation, puisque si tu as un terrain quelque part avec les 18 millions, tu peux commencer. C'est ça l'essentiel de récupérer les sous. Donc nous sommes donc allés sur cette base. Il faut que je dise la vérité, c'est que cette pression a fait qu'elle a adressé un chèque, elle a quand même donné un chèque de 4 millions à l'époque. Le chèque, nous l'avons encaissé, mais j'avais dit à l'avocat, tu fais les recouvrements. C'est-à-dire, moi, je ne m'occupe pas des recouvrements. Chaque fois, elle vous remet un chèque, une fois que vous avez touché, et puis elle retenait 10%, c'est-à-dire que sur les 20 millions. Sauf qu'elle l'a fait une fois, c'était en 2014, et elle a complètement disparu. L'avocate a tellement relancé, elle ne répondait plus. Et alors là, elle a décidé donc maintenant de se retourner vers la justice, puisque elle n'avait plus respecté son engagement. Nous sommes donc allés en justice, sauf que là-bas, elle avait sollicité dans un premier cas la saisie conservatoire des comptes. C'est-à-dire qu'on a fait le tour des banques et on a prouvé que tous les comptes de l'entreprise étaient débiteurs. On a pratiqué donc une saisie conservatoire sur le matériel qui était au chantier, mais sauf que la saisie conservatoire n'est valable que pour 3 mois, d'après ce qu'on m'a dit. Donc 3 mois après, ça devenait caduc. Donc la deuxième tentative que nous avons essayé, c'est que nous avons introduit au niveau de la justice une requête aux fins d'injonction des pays. Et là, maintenant, mais sauf qu'il y a des charges qui s'ajoutaient à partir du moment où on m'a dit qu'il fallait d'abord faire enregistrer le contrat au niveau des impôts. Mais c'est 10%, non pas du montant versé, mais du montant total de la maison. Donc, dans mon cas d'espèce, ça faisait 3 600 000 pour les 10% représentant la valeur de la maison. Ce que j'ai dû payer, plus tous les frais de justice. Donc, le montant qu'elle est censée me verser aujourd'hui, le montant sur lequel la justice a décidé est de 24 millions. Donc voilà, vous avez une décision de justice, une grosse? J'ai une décision de justice. Qui vous permet de faire quoi concrètement? La décision me permettait déjà de faire une saisie par attribution. Ça veut dire qu'au cas où on devait trouver l'argent dans les comptes, on devait saisir cet argent et mettre ça à ma disposition. Sauf que l'huissier qui était chargé de l'expédition, après avoir fait le tour, a une fois de plus trouvé que tous les comptes de l'entreprise, en fait, ce que nous savons, tous les comptes de l'entreprise, il y a 13 banques, il n'y a pas plus de 13 banques au Cameroun. Donc, le tour a montré que tous les comptes de la SCC sont débiteurs. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui fonctionne avec des comptes qui sont vides. Et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est de constater qu'une telle entreprise aujourd'hui finit par gagner des marchés. Un marché comme la construction, par exemple, du marché du Congo, qui a été attribué à cette entreprise. Alors, ça pose des questions. Quelles sont les garanties qu'une telle entreprise peut donner pour la construction, pour la réalisation d'un projet
aussi important qu'il nécessite des milliards si déjà l'ensemble de ces comptes sont débiteurs. Donc, vous voyez finalement que nous avons peut-être même affaire à une société qui est fictive. Donc, voilà la situation aujourd'hui et nous espérons qu'après avoir saisi les autorités qui ont manifesté, n'est-ce pas, la volonté de se saisir du problème, peut-être qu'il y a espoir d'être dédommagé. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour entrer en possession de vos dus? Si, malgré les décisions de justice, malgré les actions que vous avez menées, vous n'arrivez pas à entrer en possession de vos fonds? Je dois dire que je suis un légaliste personnellement. À partir du moment où on a saisi les plus hautes autorités de l'État, qui ont montré leur volonté peut-être de trouver une solution, je pense qu'à partir du moment où on se retourne vers la justice, c'est le dernier recours, en temps normal. Quand on se retourne vers la justice, ça veut dire qu'on va vers le dernier recours. Il revient donc à la justice de contraindre la dame, n'est-ce pas, de faire face à ses engagements. Vous avez dit qu'elle a des comptes qui sont vides, donc elle n'a pas d'argent. Exactement, mais sauf que nous comptons que si elle ne peut pas, le plan financier, si elle n'a pas suffisamment de moyens, puisque c'est ça la réalité, elle disposerait certainement de quelque chose en nature. Nous pensons tous, n'est-ce pas, au site qui a été réquisitionné pour la construction, pour la réalisation de ce projet et qui est un site qui appartient à la société ICC. Donc, nous pensons donc que c'est quelque chose que nous pouvons, qu'on peut saisir et qui pourrait être attribué au prorata, n'est-ce pas, des contributions de tous ceux qui ont souscrit, n'est-ce pas, à ce projet. Et ce site s'avère ne pas être celui de ICC? Ça devient très compliqué. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas vérifié, mais nous pensons que les avocats vont nous apporter, le collège d'avocats va nous apporter, n'est-ce pas, des éclaircissements à ce niveau-là. Bref, aux dernières nouvelles, nous avons été informés que le site appartiendrait à ICC. Voilà la dernière information que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, comme c'est une affaire qui prend trop de ramifications, ceux qui étaient partenaires, à savoir les structures de l'État qui se positionnent aujourd'hui aussi comme ceux qui ont fait l'objet de l'arnaque, tout cela nous amène. Mais il faut quand même s'inquiéter d'une chose. C'est-à-dire nous avons été réconfortés à un moment donné où le directeur général du Crédit Foncier a maintes fois effectué des descentes sur le terrain, y compris le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour s'assurer de l'exécution du projet. Aujourd'hui, personne ne peut s'étonner que ce projet n'ait pas pu aboutir, puisque ces personnes-là, ces administrations-là, ces organismes ont maintes fois fait la descente sur le terrain pour s'assurer de l'évolution. Alors, aujourd'hui, tel que le problème se pose et que les gens semblent être surpris, ça nous étonne, ça nous inquiète, puisqu'ils étaient informés. Ils étaient informés, ils ont fait les descentes sur le terrain pour s'assurer de l'exécution. Nous nous étonnons donc aujourd'hui, 7 ans après, que les gens soient surpris. Il y a une chose, il y a un projet qui n'a pas pu aboutir. Mais curieux encore, à un moment donné, vous savez, lorsque vous rentrez dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police pour vous plaindre, pour déposer une plainte, une fois vous aviez tourné le dos, que la promotrice était directement informée qu'il y a quelqu'un qui met une action contre elle à tel niveau. Et ça, c'est inquiétant. Ça pose vraiment un problème, n'est-ce pas, au niveau de l'éthique et de ce que nous ne voulons pas. Il faut voir que c'est une femme qui est promotrice du projet. Ça donne encore de la sueur froide. De dire que comment on peut vérifier une telle arnaque, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les éléments qui justifient que ce soit une arnaque, qui prouvent que c'est une arnaque. Parce que l'actionnaire américain n'a jamais existé, ce qui a été brandi. Le Crédit Foncier semble ne pas être partenaire du projet, comme cela avait été justifié dès le départ. Au niveau du MINDU, on semble être surpris, alors que le ministre à l'époque avait fait des descentes. Donc, voilà tous les éléments qui nous montrent en fait qu'aujourd'hui, le problème au départ, c'était vraiment, c'est-à-dire que c'était conçu sur la base, n'est-ce pas, d'une arnaque. Et on peut le dire aujourd'hui ouvertement. Merci beaucoup.